quelque part. Et c'est pas de lui seul qu'on se plaint, mais pour lui là, c'est trop. Sinon, il y a d'autres aussi qui maltraitent comme ça leurs agents, même les femmes. Et ils font des choses incroyables. Je vous avais déjà dit hein, que maintenant, raquette là, c'est devenu objectif. Avant que les policiers ou les gendarmes ne sortent, chacun a son montant. Tu dois venir avec tel montant. C'est ce qui fait qu'ils exagèrent sur les routes là. Maintenant, en dehors de ça, là, lui-même, il s'élève encore, il persécute ses agents, il persécute les commerçants. Ça ne peut pas continuer. En tout cas, j'ai transmis les informations. On espère qu'il y aura une réaction. S'il n'y a pas de réaction, que ça continue, on va venir vous dire de quelle ville il s'agit. Voilà, donc on continue. On continue. On va passer à l'analyse du discours du président de la République. Vous savez que tous les ans, le 6 août et le 31 décembre, le président de la République s'adresse aux Ivoiriens. Ça, c'est quelque chose de traditionnel. C'est-à-dire que c'est toujours comme ça. Et donc, le 31 décembre dernier, il a fait son discours, son adresse à la nation. Et avant ça, on avait quand même soumis certaines attentes en espérant que vraiment on puisse en tenir compte. Donc, on va maintenant commenter ce que le président a dit le 31 décembre. Voilà. On revient toujours sur le fait que c'est pas mauvais d'exposer ce qu'on a fait de bon. C'est tout à fait normal parce que les Ivoiriens l'ont mis là pour qu'ils servent le pays. Donc, c'est normal qu'ils viennent nous dire ce qu'il a fait de bon. Mais nous, on appelle ça autosatisfaction quand après ce qu'on a fait de bon là, on n'entend rien, on n'entend plus rien de bon en termes de promesses ou de décisions. Voilà. Parce que ça là, il y a trop de choses qui ne vont pas dans ce pays là. Tellement de choses que tous les mardis, on est là pour vous parler. Donc, dans le discours là, nous on a relevé 7 points qu'on voudrait partager avec vous. Le premier point, c'est par rapport au fait que 2025 là, c'est pas n'importe quelle année. C'est une année électorale. Et nous tous, on sait qu'en Côte d'Ivoire, ici, là, quand on dit élection, là, nous tous, on a peur. On a peur parce qu'on commence à faire des conflits électoraux une tradition. Ce qui doit s'arrêter. Et pour que ça s'arrête, il faut que nos autorités soient conscientes de leurs responsabilités pour créer les conditions de la paix. C'est important. La dernière élection a eu lieu en 2020. Nous tous, on sait ce qui s'est passé en 2020. On sait ce qui s'est passé en 2020. On est allé jusqu'à décapiter quelqu'un, prendre sa tête pour jouer au foot. Et aujourd'hui, la violence est répandue dans tout le pays. Il n'y a pas un jour où on ne poignarde pas quelqu'un. C'est grave. C'est même très grave. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça? On a créé le Conseil national de sécurité. Est-ce que ce conseil-là a toutes les vraies informations de ce qui se passe sur le terrain? Parce que les zones confligènes, là, en tout cas, nous, on les connaît. Si on veut nous écouter, là, on va vous montrer. On a parlé ici de choses, comment on appelle ça? À Djamé, 220 logements, immeubles manivelle. On dit il y a des drogués qui sont en bas, là, ils fatiguent tout le quartier. Ils sont là, on parle, ça ne change pas. On a même demandé aux riverains d'aller se plaindre à la police et à la gendarmerie. Donc, il y a des communes comme à Bobo, comme à Niama, où on connaît les secteurs où ça ne va pas. Il y a même des villages où il y a des fumoirs à partir de 18 h dans votre propre village, vous ne pouvez plus circuler. Donc, vraiment, il y a beaucoup de situations. Situations qui nécessitent qu'on prenne des décisions et pour la sécurité et pour la paix. Mais le premier point, là, je veux parler de la paix en 2025. Nous tous, nous savons que la réconciliation là n'est pas encore effective quand on a supprimé le ministère de la Réconciliation. Et ils ont donné ces prérogatives au ministère de la Solidarité. Mais qu'est-ce qu'on fait pour désamorcer les conflits dans les zones géographiques du pays? Nous, on a fait une étude qu'on n'a pas pu terminer parce qu'on nous a envoyés en prison. On est revenu, on n'a pas l'argent pour terminer. Sinon, on a déjà sillonné 7 zones où on a vu les problèmes qu'il y a là-bas. Il nous restait encore 3 à parcourir. Donc, il y a des décisions à prendre. Le président dit, on va organiser des élections apaisées, transparentes et démocratiques. Ça veut dire quoi? Apaisées.
apaisé là. Il y a des conditions pour que ce soit apaisé. Il n'a pas parlé de l'inclusivité. Alors que c'est l'inclusivité là qui va faire que ça sera apaisé. C'est lié. L'inclusivité des candidats. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des leaders politiques, qu'on le veuille ou non, qui ont beaucoup de partisans, beaucoup de militants qui ne sont pas sur la liste électorale. Notamment le président Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé. Ils ne sont pas sur la liste électorale. Pourquoi? Parce qu'on les a condamnés en Côte d'Ivoire pour les mêmes faits pour lesquels on les a acquittés à La Haye. C'est pas normal. Voilà le premier ministre Soro Guillaume qui est en exil. Notre constitution dit que nul ne doit être contraint à l'exil. Hier, c'était leur héros. Aujourd'hui, là, c'est leur caca mou. Il ne peut plus rentrer au pays. C'est tout ça là qui va contribuer à l'apaisement. Inclusivité des candidats. On doit inscrire le président Gbagbo sur la liste électorale, le ministre Charles Blé Goudé sur la liste électorale, Soro Guillaume sur la liste électorale. Lui doit rentrer au pays. Vous tous, vous allez battre campagne. Et puis nous, en tant que citoyens, là, on va choisir qui on veut. C'est ça on dit démocratique là. Démocratique, il a dit là. C'est inclusivité là aussi qui rentre dedans. L'inclusivité des électeurs. On ne sait pas comment ils ont fait leur mise à jour de la cartographie électorale. Eux-mêmes à la RTI, ils disent qu'il y a 189 centres qui n'ont pas reçu de visiteurs pendant l'enrôlement. Mais vous avez fait vos calculs là comment? Et puis, il y a des centres qui ne reçoivent pas de visiteurs pendant qu'il y a des zones où il n'y a pas de centre du tout. Alors qu'il y a des Ivoiriens là-bas qui doivent voter. Il n'y a pas eu de centre d'enrôlement dans l'AES. Il n'y a pas eu de centre d'enrôlement en Asie du Sud-Est où il y a 11 représentations diplomatiques. Je vous l'ai déjà dit, mais la répétition est pédagogique. Il y a 197 pays dans le monde, 54 pays en Afrique. Et puis nous, on a mis 100 bureaux de vote dans 21 pays. Comment on a sélectionné les 21 pays là? Et pourquoi on exclut les autres? C'est de l'exclusion. C'est l'exclusion là qui nous envoyait guerre en Côte d'Ivoire ici. Donc on ne peut pas dire apaisé et démocratique et puis on exclut des gens. Pourquoi? Donc là, il ne faut pas parler pour parler. Où on est arrivé là, on est à 10 mois des élections. On doit être concret. Ou bien on se tait, ou bien on est concret. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on dit apaisé, transparente et démocratique. Le apaisé et puis le démocratique là, ça ne met pas l'exclusion dedans. Donc l'inclusivité des candidats, l'inclusivité des électeurs. Et puis en dehors même des zones où il y a des Ivoiriens qui veulent voter, et puis on les empêche de s'inscrire là. Je vous l'avais dit aussi et on espère qu'au premier trimestre 2025, on aura encore une révision de la liste électorale. Parce que la révision de 2024 là, on dit c'est tous ceux qui sont nés avant le 1er mars 2007. Alors que ceux qui sont nés entre le 1er mars 2007 et octobre 2007 là, eux aussi ils auront 18 ans. Pourquoi ils ne peuvent pas s'inscrire? Pourquoi? Donc il y a un problème. Et ça, c'est parce que la CEI fait cavalier seul. Si la CEI a fait réunion avec nous autres là, pour dire, ah voilà ce qu'on veut faire, on allait leur dire, ici là c'est comme si, c'est comme ça. C'est comme ça on avance dans une vraie démocratie. Avec une vraie CEI qui veut qu'il y ait la confiance dans le scrutin là. On parle avec tous les acteurs. On prend les meilleures décisions et puis on avance. C'est comme ça on fait. Vous vous asseyez là-bas, vous prenez vos décisions, vous venez. C'est pas bon. On parle, vous faites la sourde oreille. Mais c'est pas ça là qui va envoyer l'élection apaisée. Donc là, c'est pas encore tard. Nous sommes au début de l'année 2025. Si d'ici février 2025, on a pris les bonnes décisions là, on peut encore sauver les choses. Nous là, on parle et puis on vous regarde. On parle pour ne pas qu'on dise qu'on n'a pas parlé. Et ce qu'on dit là, il y a beaucoup qui pensent ça, hein, mais ils ont peur. Maintenant, quand on dit transparente, là, c'est quoi qui est transparent? Quand on a une CEI comme ça, là, c'est quoi qui est transparent, ça? La transparence, c'est par rapport à la crédibilité du scrutin. Et donc, par rapport à la crédibilité des institutions qui organisent les élections. CEI, là, nous, on dit, les politiques, là, ils n'ont qu'à sortir de là. Eux tous, pouvoir ou opposition, sortez de la CEI. Vous ne pouvez pas être à la fois juge et parti. Vous, vous êtes candidat. Laissez-nous qui ne sommes pas candidats, là, on va organiser l'élection, là. C'est de ça qu'on parle. Parce que vous organisez,
Vous faites les choses chacun en sa faveur et puis ça crée des conflits. Même dans les CEI locales, là, il n'y a pas de société civile dedans. Ils disent qu'ils prennent des fonctionnaires, mais ils prennent des fonctionnaires de leur bord. C'est ça qui est la vérité et c'est tout ça qui favorise les tricheries. Donc là, réformer la CEI, là, c'est pas encore tard. C'est pour ça qu'on dit, faites dialogue politique. Faites dialogue politique, vous allez vous entendre à l'opposition. Ce que vous allez décider là, c'est ça on va appliquer. Vous ne voulez pas faire dialogue politique, pourquoi? Le pays là, c'est pas pour vous seul. Le gouvernement là, il est monocolore. C'est-à-dire tout gouvernement là, RHDP. Donc, à quel moment on discute avec les autres? C'est ça, on dit de faire dialogue politique. Tous ceux qui ne sont pas dans le gouvernement, qui sont intéressés par le processus électoral, vont venir s'asseoir, on va prendre des décisions ensemble et puis on va avancer. Et ce dialogue politique-là, si vous êtes de bonne foi, il doit se faire au plus tard en février. Parce qu'il y a des décisions qui vont nécessiter des modifications constitutionnelles ou la modification de la loi électorale. Alors que selon les standards internationaux, plus particulièrement le protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance de 2001, il est écrit que 6 mois avant les élections, on ne change pas la loi électorale. Alors qu'il y a beaucoup de choses à changer dans la loi là. Donc organisez ça tôt, comme ça on a le temps d'appliquer ce qui doit nécessiter une modification constitutionnelle ou celle du code électoral. Donc nous là, on parle et puis on vous regarde. Si vous êtes de bonne foi, on ne doit pas dépasser le mois de février là, sans avoir fait le dialogue politique. Ça nous permettra, malgré le peu de temps qui reste là, d'appliquer ce qu'on peut appliquer pour aller à la paix. Donc, il ne faut pas venir s'arrêter sur les antennes pour dire on aura des élections apaisées, transparentes et démocratiques, sans faire ce qu'il faut pour qu'il en soit ainsi, sans poser des actes concrets et à temps. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est le premier point qu'on voulait relever par rapport au discours du chef de l'État. Le deuxième point, on dit on va augmenter la bourse des étudiants. C'est une très bonne chose. Mais avant d'augmenter là, il faut payer les arriérés là d'abord. Il faut payer les arriérés d'abord. Ça fait 2 ans, les étudiants là, on ne paye pas leur bourse. Et puis on dit que tous ceux qui n'ont pas validé leur inscription au 31 décembre 2024, on va les radier. Mais les enfants de pauvres là, ils font comment? Ces bourses-là, eux, ils prennent pour faire inscription. Nous, à notre temps, c'était 6 000. Maintenant, là, l'université publique, là, c'est devenu plus cher même qu'université privée. Il y a des formations dans l'université publique, là. Allez voir en droit, en sciences éco, même prix que privé. Alors que public, là, c'est pour les enfants des pauvres. Et puis, vous ne payez pas leur bourse. Ils vont s'inscrire comment? Ils vont s'inscrire comment? Donc, avant d'augmenter, là, payez les arriérés. Payez les arriérés. Il y a un décret même qui est sorti où vous avez dit que vous allez faire ça tous les trimestres. Tout ça là, rien. Donc, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est par rapport aux personnes enrôlées à la CEMU. 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, 16 millions de personnes enrôlées. Ça fait la moitié. Mais enrôlement là, c'est nous tous, même les bébés, on les enrôle. Ça fait la moitié. Et puis on dit que à partir du 1er janvier 2025, on va exiger comment on appelle ça, la carte CEMU dans tous les hôpitaux publics ou privés. Ou bien vous voulez que les gens meurent? Parce que c'est la moitié qui est enrôlée. Et l'autre moitié là, elle finit de s'enrôler quand? Avant de pouvoir prendre. Donc le temps qu'elle ne s'est pas encore enrôlée là, elle ne peut plus aller à l'hôpital, elle n'a qu'à mourir. Il y a un problème. Maintenant, ceux même qui se sont enrôlés là, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui n'ont pas encore commencé à cotiser. Moi, par exemple, je suis enrôlée. Ma famille, tout le monde. Mais on n'a pas encore commencé à cotiser. C'est quand ils cotisent là, 1 mois après, ça devient fonctionnel. Donc, il y a tous ces problèmes-là à régler avant de dire non, on va exiger. Non. On est 30 millions d'habitants. Si vous dites qu'il y a 28 millions qui sont enrôlés, on peut considérer que vraiment les 2 millions là, peut-être qu'eux, ils ne veulent pas. Mais le temps là, c'est pas, non, c'est pas comme ça. Ne faites pas ça. Et puis sur le terrain même là,
il y a des hôpitaux qui n'ont pas encore accepté la carte. On doit régler ce problème. Il y a des pharmacies qui n'acceptent pas la carte. On doit régler ce problème. Il y a des médicaments sur lesquels la carte ne passe pas. On doit régler ce problème. C'est dans ça là aussi, on vient dire, et ça c'est le quatrième problème, que oui, la carte des planteurs va donner droit à la CEMU. Mais carte des planteurs là, c'est depuis 2019 que le Conseil Café Cacao a commencé à faire ça. Tout le monde n'a pas encore eu. Depuis 2019, eux, ils n'ont pas fini d'enrôler tous les planteurs. J'ai parlé à des planteurs avant de venir dire ça ici. Donc, tous les planteurs ne sont pas enrôlés. Il n'y a pas d'hôpitaux dans tous les villages. Même les villages où il y a hôpital, il n'y a pas de médicaments. Finalement, là, c'est une annonce pour une annonce. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On doit créer les conditions pour que tous les planteurs aient leur carte. Et on doit créer les conditions pour que la CEMU là soit effectivement opérationnelle. Et il est important de porter à la connaissance du public qu'il y a une formule pour les indigents. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas les moyens, qui ne peuvent pas payer la CEMU là. Ça là, on ne fait pas publicité de ça là suffisamment parce que beaucoup ne savent pas. Ils s'en vont le déclarer dans les centres sociaux, on fait une enquête et quand c'est avéré, c'est l'État qui paye pour vous. Mais il y a combien d'Ivoiriens qui le savent? Donc il faut accroître la sensibilisation sur la CEMU. Pour que les gens sachent que même ceux qui n'ont pas d'argent là, ils peuvent s'inscrire parce que l'État peut payer pour eux. Ça, c'est pas tout le monde qui le sait. Donc, on porte cela aussi en même temps à votre connaissance. Le cinquième problème, c'est les filets sociaux. Filets sociaux, là, c'est une formule qui a été trouvée par le ministère de la Solidarité pour aider les ménages démunis. Mais ménages démunis, là, c'est différent des déguerpis. Hein. Ménage démuni, là, ça veut dire que quelqu'un vit sa vie et puis ça ne va pas, il fait partie des pauvres et puis on veut l'aider. C'est ça. C'est pour eux qu'on a fait filets sociaux, là. 36 000 par trimestre. Mais les ménages déguerpis, c'est des gens qui gagnaient bien leur vie. Et puis vous avez décidé de déclarer qu'eux, ils sont dans un quartier précaire. Et puis vous avez détruit leur vie. Ce n'est pas la même chose. Parce que je tiens à rappeler que quand on dit que c'était des quartiers précaires, là, ce n'est pas vrai. Vous avez vu, il y a 2 villages. Vous avez vu, il y a une opération immobilière. Vous avez vu, Gesco est loti, les gens ont accédé là-bas. Quel quartier précaire? Il y a des quartiers précaires parmi, mais même les quartiers précaires, là, ce n'est pas vous qui avez construit leur maison. Et quand vous avez venu casser ça, sur avec tous leurs effets dedans. Pourquoi? Ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Donc les filets sociaux, là, ça ne peut rien faire. Quelqu'un qui est retraité, il a pris son terrain de 700 mètres carrés. Il a construit plusieurs maisons. Lui-même, il vit dans une. Il prend ses loyers pour s'occuper de ses enfants. Vous venez vous casser tout ça et puis vous allez donner 36 000 francs par trimestre. Ça, c'est foutaise. Pourquoi? Donnez-lui les moyens de reconstituer son bien. Parce que vous l'avez lésé. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous avez parlé de 3000 logements. 3000 logements, là, nous, on attend de voir comment les bénéficiaires là, seront sélectionnés. Et puis, c'est quoi ces logements-là? Parce que ce qu'on a entendu dans les coulisses, là, ça ne nous plaît pas, hein, je vous dis ça en même temps. Nous sommes dans l'attente d'un rendez-vous avec le président de la cellule de suivi des déguerpissements, là, pour qu'on se parle, pour qu'on lui montre la réalité et les chiffres. De toute façon, il les connaît, parce que c'est lui-même qui était devant les machines qui détruisaient les maisons, là. Mais on veut lui montrer les conséquences, là, et puis lui dire ce que nous, on veut. Parce qu'on apprend que on va faire une chose, comme on apprend à donner 3000 logements, les gens qui ont les 3 pièces vont payer 36 000 par mois, les gens qui ont les 4 pièces vont payer 40 000 par mois. Vous allez casser, moi, ma maison, avec mon terrain, de 400, 600, 700, 1000 mètres carrés. Vous allez venir me donner quelque chose dans moins de 100 mètres carrés, et puis je vais payer encore chaque fin du mois. C'est par rapport à quoi? Il y a un problème. Ne prenez pas des décisions pour prendre des décisions. Asseyons-nous
à elle est responsable des déguerpis. Entendons-nous sur quelque chose. Vous faites quelque chose ou bien vous ne faites rien. Le 31 décembre, le gouverneur du district a fait un discours. Il dit qu'il va les réhabiliter psychologiquement, physiquement, quoi. On attend. Réhabilitation, là, ce n'est pas un petit mot. Hein. Il va faire 15 000 logements. On attend. Mais nous, on veut qu'on s'asseye avec les responsables des déguerpis pour parler dans les détails de toutes ces choses. Vous ne pouvez pas détruire la vie des gens et puis vous allez vous asseoir dans vos bureaux pour décider de solutions bizarres, annoncer ça à la face du public comme si c'est bonne chose alors que dans le fond, il n'y a rien de bon dedans. Il faut respecter les populations. Ce sont ces populations-là qui vous ont voté en espérant que vous allez améliorer leurs conditions de vie. Mais quand on ne peut pas améliorer les conditions de vie des gens, on ne détruit pas le peu qu'ils avaient. Donc, affaire de filets sociaux, là, c'est foutaise. Ce n'est pas de ça que les déguerpis ont besoin. Ils n'étaient pas à ça près. C'est vous qui êtes venus les mettre dans la pauvreté. Donc, considérez-les un peu et donnez-leur ce à quoi ils ont droit. C'est de ça qu'il s'agit. Le 7e point, 6e point plutôt, c'est par rapport aux grâces présidentielles. Ça, là, on a parlé de ça quand, mais on va continuer de parler de ça. On ne sait pas sur quelle base le président annonce les chiffres, mais les gens ne respectent pas. Normalement, là, les gens devaient faire les listes parce qu'ils savent que le 6 août, le président parle. Ils savent que le 31 décembre, le président parle. Donc, les gens de l'administration pénitentiaire, là, ils devaient faire des listes avant le discours du président. Quand le président dit on va libérer 1393 personnes, le lendemain, là, les 1393 personnes sortent. Mais il va venir dire 2400 ou bien 2000 et puis on va libérer 200. Et puis quand? En mars. Vous avez vu le 22 février 2024 quand on a libéré les prisonniers politiques dont le général Doboblé là. On les a libérés le 22, ils sont sortis le 23. Mais pour les prisonniers de droit commun là, quand on dit libération, le président parle le 31. C'est en mars, on va commencer à les faire libérer. Un temps, les magouilles qu'il y a là. Non, il faut que ça s'arrête. On parle de ça tout le temps. Comme vous n'avez pas honte là, vous continuez. Mais nous aussi, on va continuer de parler de ça. On va continuer de parler de ça. Maintenant, on avait dit que toute l'année 2024 là, le CNDH a fait une publication, un rapport, pour dire qu'il y a plus de 12 000 personnes en détention abusive. Détention abusive, là, ça veut dire que quand on met les gens en prison, il y a un délai au bout duquel, si on ne t'a pas jugé, là, on doit te libérer. On appelle ça détention préventive, mais chez nous, ici, on ne respecte pas ça. En matière criminelle, c'est 18 mois. En matière correctionnelle, c'est 18 mois maxi. En matière criminelle, c'est 2 ans maxi, 24 mois. On ne respecte pas ça. Il y a des gens qui font 5 ans, 6 ans, 10 ans en prison, ils ne sont pas jugés. Alors que si on les avait jugés, même peut-être qu'ils seraient déjà libérés. Donc, normalement là, si le ministre de la Justice qui a reconnu ce fait-là, parce qu'ils disent que non, le CNDH dit 12 000, mais c'est 9 000. Mais même 9 000 là, c'est trop. Qu'est-ce que vous faites pour libérer enfin des gens? C'est des personnes. C'est des personnes. Elles ont peut-être commis des erreurs, ça se fait, la prison là c'est normal, mais il y a des règles aussi pour les prisonniers, ils ont des droits qu'il faut respecter. Non, ne faites pas ça, c'est pas bien. On fait comme si tout va bien, alors qu'en bas là, on fait du mal à plein de personnes. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc, il faut respecter les droits des prisonniers. Le dernier point qu'on veut aborder, c'est celui de la décentralisation. Le président n'a pas parlé de ça. C'est pas ça, Abidjan est débordé, que vous vous sentez obligé d'aller casser les maisons des gens pour donner les terrains là aux opérateurs économiques. En tout cas, c'est ce qu'on a vu sur le site de l'abattoir. Les autres là, on ne sait pas encore pourquoi ils ont cassé. Mais on ne peut pas continuer ainsi. Vous dites que vous êtes oufouettiste. Le président Oufoué là, avant de mourir, il a déclaré Yamsoko capitale politique. Et il y a un projet de transfert de la capitale qui était en cours.
Le président Bédia a fait pour lui, le président Gbagbo a fait pour lui. Le président Ouattara vient en 2011, janvier 2012, on annule ce projet-là. Alors que c'est nécessaire. Tout ne peut pas être à Abidjan. Non seulement ça, avant il y avait les conseils généraux. Ça dit que c'est par département que ça se faisait. On dit non, on va faire conseil régional. Conseil régional là, ça envoyait injustice. Parce que dans le conseil régional, la région comporte plusieurs départements. Et le président du conseil régional, là, lui, il travaille dans du département dont il est originaire. C'est là-bas, lui, il fait ses choses. Et les autres sont oubliés. Et c'est ce qu'on constate partout. Tout le monde s'en plaint. Revenons aux conseils départementaux, qu'on appelait à l'époque conseils généraux. Revenons à ça. Ça permet à chaque fils de chaque département de s'occuper de son département. Mais vous faites régional et puis il y a des gens qui sont négligés. Donc vraiment, nous, on n'est pas satisfaits. On n'est pas satisfaits. Et on voudrait insister sur tous ces points qu'on a abordés là. On est en 2025. On est en 2025. Et il est de la responsabilité de ceux qui nous dirigent de prendre les bonnes décisions. Pour que tout ce qui nous effraie en 2025, là, ça quitte devant nos yeux, pour qu'on aille à la vraie paix et qu'on avance. Chaque année électorale ne doit pas être un arrêt dans le cours de nos vies pour pleurer d'abord avant d'avancer. En tout cas, que le Seigneur vous éclaire. Nous, on a dit ce qu'on pouvait, c'est notre responsabilité. Vous venez d'écouter cette vidéo de Pitchering Ballet où elle est revenue sur le discours du président Alassane Dramane Ouattara. Elle est revenue sur tous les mensonges, toutes les fausses promesses. Chaque année, il y a un discours et c'est beau. Le président parle à son peuple. Mais finalement, quand le discours d'un président devient comme tout simplement un mensonge, il perd la popularité et il n'est vraiment plus attendu. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Quand les présidents, tous les fins d'année, promettent des choses qu'ils ne réalisent pas, quand les présidents disent qu'ils ont réalisé des choses qui en réalité ne sont pas réalisées, bah, on ne les croit plus, ils perdent en crédibilité. Et donc aujourd'hui, après le dernier discours d'Alassane Ouattara, honnêtement, qui a cru en un seul mot? Qui a cru à toutes ces nouvelles promesses? Qui a cru à tous les logements sociaux qu'il dit qu'il a eu à construire? Bien évidemment que c'est la politique. Il faut continuer à mentir. Et si les sons arrivent dans 10 mois, alors il faut continuer à mentir au peuple naïf. Mais la réalité, c'est que qui fait la différence? Dans l'électorat, c'est les jeunes qui font la différence. Car les hommes âgés, pour la plupart, sont souvent inscrits sur les listes électorales. Et les hommes âgés ont souvent peur de l'inconnu. Et donc, ils sont souvent plus à même de soutenir des vieux candidats que de chercher le renouveau. Et ce sont les jeunes qui doivent donc se battre pour chercher le renouveau. Et pourtant, ce sont ces mêmes jeunes qui refusent souvent de s'intéresser à la chose politique. Et par conséquent, ils ne remplissent pas leur devoir de citoyen. Parce que quand vous ne pouvez pas voter, alors que vous avez tous les droits, et que vous ne vous intéressez pas à la chose politique, bah, vous n'aidez absolument pas le pays à évoluer. Et donc, pendant que nous allons critiquer les hommes qui sont au pouvoir, en sachant qu'on vote, vous aussi vous allez critiquer, pourtant vous ne votez pas. Un homme qui ne vote pas n'a même pas le droit de se plaindre, parce que celui qui gouverne n'a pas été choisi par lui. Il subit et il ferme la bouche jusqu'aux prochaines élections présidentielles. Il ne sert donc à rien de vous lever. Allez manifester quand vous n'avez pas votre carte d'électeur. C'est nécessaire d'avoir sa carte d'électeur car c'est un jeune qui va changer la situation. Parce que les opposants peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Les sociétés civiles, tout ce qu'ils veulent. Au final, ce sont les jeunes qui iront voter. C'est aussi eux qui pourront surveiller le vote et c'est aussi eux qui pourront, au sortir des bulletins de vote, faire respecter leur choix. Tant que vous ne participez pas pleinement et que vous n'essayez pas tant bien que mal de vous faire respecter, bah vous ne méritez pas qu'on vous respecte. Alassane Ouattara donne le droit de venir vous mentir comme ça et de promettre encore et encore des choses qu'il sait qu'il ne va pas réaliser quand il sait que vous n'êtes pas intéressé à la chose politique. Il a créé des buzz, des musiques et des individus qui sont sur les réseaux sociaux qui sont bien visibles pour vous distraire. Et quand ils vous distraient, vous êtes bien content, vous allez là-bas et finalement vous retrouvez avec vos mêmes problèmes sous le SMIC de 75 000 francs par mois qui aujourd'hui ne suffit à aucun Ivoirien, surtout ceux qui vivent à Abidjan avec la vie qui est de plus en plus chère. La team, dites-moi ce que vous pensez par rapport à la société de Pitchering Ballet et on se voit pour une autre vidéo.